Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et bonne année, puisqu'il était trop tôt la semaine dernière pour vous présenter nos vœux. Nous sommes, pour cette première émission, pour ce premier podcast de 2018, nous sommes aujourd'hui réunis autour d'une émission, ou à l'occasion d'une émission thématique pour laquelle sont réunis Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et de l'Institut français de géopolitique. Et nous allons nous intéresser au Portugal et recevoir Yves Léonard. Yves Léonard, bonjour. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'histoire contemporaine du Portugal, vous êtes diplômé de Sciences Po, où vous enseignez depuis 1997. Vous êtes également chercheur associé au Centre d'histoire de cette école et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont, en octobre 2016, une histoire du Portugal contemporain, parue aux éditions Chandaigne. Donc avec vous, nous allons nous intéresser à la situation du Portugal. Le 4 décembre dernier, le Portugais Mário Centeno, vous me pardonnerez la prononciation, mais vous la corrigerez au fur et à mesure de notre émission, a été élu président de l'Eurogroupe, qui est donc la réunion des ministres des Finances de la zone euro. C'est une élection qui a pu étonner. Le Portugal, au même titre que d'autres pays du sud de l'Union européenne, fait figure de mauvais élève sur le plan économique depuis la crise de 2008. Et pourtant, le pays est en train d'effectuer un redressement spectaculaire, au point que certains parlent d'un miracle portugais. Le gouvernement socialiste, soutenu par la gauche radicale et les communistes en place depuis 2 ans, obtient d'excellents résultats économiques sous la direction de l'ancien maire de Lisbonne, António Costa. Le déficit public est en baisse et devrait atteindre 1% en 2018, tandis que le pouvoir d'achat des Portugais est en hausse. Au bord de la faillite en 2011, le pays avait dû connaître une rigueur budgétaire imposée par le Fonds monétaire international et l'Union européenne. Cette politique n'a pas produit les effets escomptés et elle s'est même traduite par le départ d'environ 140 000 Portugais un peu partout dans le monde. M. Costa a donc fait des choix de politique économique radicalement opposés, en augmentant le salaire minimum et les prestations sociales. Le chômage est passé de 17,5% à 9,8% entre 2013 et 2017. La balance commerciale est positive. La croissance atteint 1,6%. Ces bons résultats suscitent au sein de la gauche européenne l'espoir qu'il existe une alternative à l'austérité. Le Portugal est souvent perçu comme un pays à part du reste du continent européen. C'est, comme on le sait, une nation de marins et d'explorateurs qui a été maîtresse d'un empire qui s'étendait sur tous les continents, du Brésil à l'Angola, en passant par le Mozambique ou Macao. C'est un pays petit qui ne compte guère plus d'1 million d'habitants à l'époque de ses conquêtes coloniales contre 10 aujourd'hui. Et il est, selon le mot du professeur Eduardo Lourenço, le premier exemple européen du désir de sortir de soi. Les Lusitaniens ont donc cultivé dès le XVe siècle une position dominante dans le monde qui a définitivement pris fin avec les indépendances africaines dans les années 1970. L'histoire récente du Portugal est marquée par les nombreux défis auxquels le pays a dû faire face au XXe siècle. Après la décolonisation, s'est posée la question de l'intégration de près d'1 demi-million de retornados au sein de la société portugaise. Le régime de l'Estado Novo, qui avait maintenu le pays sous la coupe autoritaire d'António Salazar pendant près d'un demi-siècle, de 1933 à 1974, a volé en éclats au moment de la révolution des œillets en 1974, révolution orchestrée par les militaires et qui a débouché sur une transition démocratique pacifique. Aujourd'hui, le pays est en bonne santé économique, comme je viens de le dire. C'est une terre accueillante pour ses anciennes colonies, avec une forte homogénéité culturelle. Et le Portugal semble faire exception dans un paysage européen marqué par les difficultés économiques et les crises identitaires. Ce qui fait donc, Yves Léonard, ma première question sera, est-ce que, d'après vous, il y aurait un miracle portugais ? Mais en partie, oui, parce que ça a été rappelé dans le propos introductif, le Portugal avait jusqu'à présent une image assez négative, souvent, ou teintée d'ignorance, d'inculture, et un peu de condescendance aussi.
dû à un certain nombre de raisons, y compris cette forte émigration qui a parcouru toute l'histoire du Portugal, et notamment à la fin de la dictature, dans les années 1960. Il y a une très forte communauté portugaise en France. Donc l'image du Portugal a souvent été un peu floue, voire négative. Et c'est vrai que depuis quelques mois, avec cette reprise économique, avec cette très grande habileté politique qu'a le Premier ministre portugais et les résultats qui suivent, eh bien, le Portugal, aujourd'hui, attire l'attention. On regarde, on s'interroge, on se dit que finalement, en Europe du Sud, il y a quelque chose qui fonctionne. Et quand on compare à d'autres pays, eh bien, le Portugal apparaît très singulier. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme de miracle est peut-être... on va en débattre peut-être, mais il y a quelque chose de très singulier qui se passe actuellement aux portes de la France et en péninsule ibérique. Béatrice Gibelin ? Oui, je pense que je ne prendrais pas le terme de miracle. Simplement, on voit une petite nation, parce que 10 millions d'habitants et c'est un petit territoire, assez homogène, qui a une très forte conscience d'elle-même. Il y a un très fort attachement à la nation portugaise. Il suffit de le voir dans la diaspora portugaise en France, avec une vraie solidarité. Et ils ont passé effectivement une crise 2008, 2014, 15 extrêmement dure. On peut parler de purge d'une certaine façon. Baisse des salaires des fonctionnaires, baisse des retraites, privatisation à tout va. Enfin, je veux dire, la médecine qu'on a imposée a été extrêmement sévère. Et il est arrivé, je crois, un personnel politique de qualité. Vous avez cité effectivement Antonio Costa, et qui a réussi à faire alliance avec une gauche considérée comme radicale, le Parti communiste et le Bloc des gauches, ce qui n'allait pas de soi. Et là, et c'est là où je reviens sur mon idée de nation, c'est qu'on a eu une gauche radicale qui a pensé que l'intérêt du pays était de tenter l'opération avec les socialistes et non pas d'enfoncer les socialistes. L'intérêt du Portugal a primé sur ce qui pouvait être une position idéologique forte. Podemos d'un côté, qu'on peut voir, ou la France insoumise chez nous d'une certaine façon. Donc je trouve ça tout à fait remarquable. Et puis le dernier point que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a un État, c'est un vieux pays avec une structure d'État qui est très ancienne, qui a eu un grand empire. Donc c'est peut-être effectivement un Portugal singulier, mais il a une grande histoire qu'il arrive à assumer sans regret, sans nostalgie, mais sur laquelle il peut aussi s'appuyer. Donc je crois que c'est aussi ça, les atouts. Une purge avec une gauche qui arrive à un moment où l'Europe va mieux aussi. On le constate même un peu d'une certaine façon aussi en France, où on engrange des souffrances beaucoup moins grandes qu'il y a pu y avoir au Portugal. Yves Léonard. Oui, c'est vrai que les planètes sont assez bien alignées actuellement, objectivement, tant au Portugal que sur la scène européenne. C'est vrai que la singularité politique, la configuration politique qui s'est mise en place depuis 2 ans, a surpris même au Portugal, parce que ça n'allait pas de soi d'une certaine manière. Et c'est à la fois le désir commun que partageaient le Parti socialiste et le Bloc de gauche et le Parti communiste, qui a bien été obligé de se rallier pour empêcher le maintien au pouvoir de la coalition, du précédent Premier ministre. C'est ce refus, en fait, qui a conditionné un petit peu cette alliance. Et aussi le renouvellement en partie de la classe politique, notamment au sein du Bloc de gauche, avec de jeunes personnalités qui sont très pragmatiques et qui ont pratiqué la politique un peu de la main tendue, que Antonio Costa et le Parti socialiste s'est empressé de saisir avec beaucoup d'habileté. Et à ce moment-là, le Parti communiste, qui depuis la Révolution des œillets, depuis les mois qui suivaient la Révolution des œillets, était dans une opposition systématique et qui ne pouvait envisager de quelconque manière de s'allier au Parti socialiste, l'alliance est devenue possible. Mais c'est vraiment ce refus de poursuivre la voie qu'avait empruntée l'équipe gouvernementale précédente, le PSD, qui a été véritablement moteur. Il fallait sortir de ces politiques austéritaires. Et ça a été un volontarisme très prononcé,
avec une très grande habileté politique de la part du Premier ministre et de la responsable du bloc de gauche, qui ont su... Alors, il faut intégrer ça pour que ça fonctionne, il faut intégrer le rôle aussi important du chef de l'État. Ben oui. Le président de la République, qui est un homme aussi très très habile, Rebelo de Sousa, qui a été dans le passé, il y a moins de 20 ans, qui était président du Parti social-démocrate, du PSD, mais qui a un parcours très atypique au sein de cette formation politique. Le Parti social-démocrate, c'est le Parti libéral. C'est le Parti libéral. Il a eu un parcours très, très atypique. En fait, il n'a jamais tellement été apprécié dans sa famille politique. Et quand il a été élu président de la République, c'est parce qu'il bénéficiait d'un prestige personnel, un homme très médiatique, puisqu'il il participait à une émission de télévision hebdomadaire où il s'est fait connaître auprès de tous les Portugais, avec une facilité. Le professeur, on l'appelle le professeur Marcelo de son prénom. Donc ça a beaucoup contribué à sa popularité. Et c'est un homme très habile qui est parti de l'idée en 2016, lorsque il a pris ses fonctions, quelques semaines après le changement de nature politique. Il a considéré que c'était la meilleure équation possible au Portugal aujourd'hui. Et c'est vrai que cette cohabitation très originale entre ces deux personnalités, le Premier ministre et le Président, explique pour partie la bonne marche, et sinon le miracle portugais aujourd'hui. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je crois que c'est très impressionnant ce qui s'est passé au Portugal. Moi, je n'ai pas vu venir quand je réfléchissais cette coalition qui apparaît un peu comme contre-nature en apparence et qui en réalité est une voie intéressante. Je crois que ça illustre quand même une des qualités fondamentales du pays, c'est le refus absolu de l'hystérisation de la politique. Je pense que Dieu sait que c'est un peu une distinction avec les Espagnols, qui ont plutôt une tendance à hystériser leurs conflits. Là, on a des gens qui peuvent faire des choses très bizarres et extrêmement conservatrices, comme du temps de Saint-Lazare, mais il y a en tout cas depuis lors une volonté de mise à plat des problèmes. Moi, j'étais très lié personnellement, parce qu'il était président du mouvement européen international quand j'étais président du mouvement français, avec Mario Soares. Et c'était vraiment quelqu'un avec lequel quand on causait avec lui, on voyait toujours le souci de la juste voie, de la voie équilibrée, de la concession qu'il fallait faire. En revanche, du principe à maintenir. Il a manœuvré extraordinairement habilement au moment parce qu'il y a quand même une conjonction extrêmement dangereuse entre la prise de pouvoir de ces jeunes militaires, très brillants d'ailleurs, militaires anticolonialistes de type, on peut dire nassérien, enfin c'est un peu ça le modèle, plus Álvaro Cunhal et le Parti communiste qui était vraiment un parti stalinien dur, le plus dur, qui contrastait par exemple avec le Parti communiste italien, espagnol, mais même de Santiago Carrillo, et effectivement, bien sûr, italien. Mais on avait, et il a quand même manœuvré tout cela. Ça a reposé sur sa capacité à s'identifier à un besoin de paix civile, de tranquillité publique, assorti d'une volonté de réforme. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que je suis un tout petit peu en désaccord avec votre présentation, Philippe, quand vous dites que l'actuel et Antonio Costa est exactement, alors je vais dire, et le président de la République. Antonio Costa est un homme, vous vous souvenez, quand on était ensemble au Portugal, François, on avait mesuré à quel point cet homme était habile, présentait bien les choses, très équilibré dans son équilibre, etc. C'est un homme absolument remarquable, je pense que il a construit effectivement sur le plan politique une coalition extraordinaire parce que il a ouvert à gauche. En même temps, il s'est appuyé sur le chef de l'État. Le chef de l'État a joué le jeu. Enfin, c'est vraiment... Alors, on a tellement d'imbéciles en politique que quand on voit des professionnels qui savent faire des compromis et qui savent ce que c'est que la dignité d'un compromis bien fait, il faut saluer les artistes. Bon, sur le plan économique, je pense qu'il ne faut pas opposer le passé, la purge, qui a été très dure. Béatrice l'a rappelé, elle a tout à fait raison. Ça a été très dur, extrêmement, extrêmement dur, et les succès actuels. D'ailleurs, vous avez dans vos chiffres, vous dites que le chômage a baissé pendant la période en question. On a simplement eu quelque chose de très
très précis, très classique en économie, c'est-à-dire que la purge est très douloureuse, elle arrête la croissance, elle crée du chômage, mais elle permet un certain rebond. Et ce qui a été assez habile, et pour ça, là où j'étais pas d'accord avec vous, c'est quand vous avez parlé de politiques radicalement différentes. Ce qui caractérise Costa, c'est que justement, c'est pas radicalement différent, c'est intelligemment différent. Et il a en réalité, on va à 100% vers la rigueur, vers la droite, vers l'austérité du temps des gouvernements précédents. Et lui, il dit, voilà, moi je vais dans l'autre sens à 20%. Et donc, ça se passe très bien. Alors, la question, est-ce que c'est un processus ou est-ce que c'est un moment où on bénéficie à la fois des réformes de redressement antérieur sans avoir les inconvénients de la relance du pouvoir d'achat, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un modèle équilibré? Ça, c'est ça la question. Mais je terminerai en disant que sur le plan européen, c'est deux choses. D'abord, on peut se demander s'il n'y a pas, face à la crise de la social-démocratie, un modèle qui est incarné par Costa, qui est aussi un peu incarné, bien que la situation de l'intéressé me semble de plus en plus précaire, par Tsipras, c'est-à-dire des gens qui viennent pas Costa, mais qui s'allient à des gens qui viennent d'un mouvement très radical, qui acceptent l'euro, qui acceptent les disciplines européennes et qui construisent quelque chose qui n'est pas l'aplaventrisme social-démocrate et qui n'est pas non plus le nihilisme et l'opposition systématique à la Mélenchon. Il y a là quelque chose pour l'Europe du Sud qui est intéressante à observer. Et dernièrement, on voit que l'Europe, contrairement à ce qui est dit ici et là, est assez bonne fille de deux manières. C'est qu'elle s'ouvre à des logiques, et ça c'est contenu déjà dans le traité de gouvernance qui a été mal compris en France. Elle s'ouvre à des logiques plus social-démocrates, plus proches du nouveau cours du FMI qu'antérieurement. Donc il y a là une ouverture. Et en tout cas, contrairement à ce qu'on dit, l'Union européenne, ça n'est pas le pouvoir des grands pays, la dictature des grands pays. C'est M. Juncker qui préside la Commission et c'est le ministre portugais, l'ancien ministre portugais, qui préside aux destinées de la zone euro, enfin le ministre portugais qui préside aux destinées de la zone euro. C'est quand même très significatif du fait que on n'est quand même pas des chiens. Yves Léonard, si vous êtes d'accord sur cette idée de Jean-Louis Bourlanges, que c'est un changement à 20% et un changement progressif, est-ce qu'on peut essayer de caractériser... Oui, je mettrai un peu plus, moi aussi. Alors, allez, on va tomber d'accord sur un chiffre, mais une fois le chiffre trouvé, peut-être serait-il bon de préciser un peu en quoi ce changement consiste. Alors, le changement tel que Costa l'a imaginé, c'était un peu dans le discours qui était tenu pendant la campagne des législatives d'octobre 2015, c'est qu'il fallait en finir avec ces politiques d'austérité. Et pour ce faire, parce que c'est un des points qui fait problème au Portugal, la question du revenu minimum. Ça a été un mot-clé, un moment fort dans le discours de Costa et évidemment du bloc de gauche. Ça a été de dire que le salaire minimum qui est autour de 500 €, qui était autour de 500 €, il fallait impérativement le faire progresser. Donc il y a eu un engagement un peu programmatique qui a été pris de le faire passer en quelques mois, d'ici 2019, à 600 € par mois. Donc ça a été un moment fort dans le discours, parce que ça correspondait à une attente aussi de l'opinion, qui a beaucoup souffert des mesures qui ont été prises pendant les mois qui ont précédé, donc l'augmentation du revenu minimum. Ensuite, il fallait revenir, parce que ça a été très douloureusement ressenti, revenir sur toutes les coupes sombres qui avaient été faites, notamment dans les salaires, dans la fonction publique, dans les pensions et retraites, et qui était, compte tenu en plus de la mode, c'était assez modeste en plus. Donc les coupes sombres qui ont été faites là ont été d'autant plus mal ressenties qu'elles fragilisaient une population qui était déjà en difficulté. Donc il y a eu un discours assez volontariste qui a été proposé et qui a été suivi. Parce qu'une chose est évidemment de proposer un programme, de tenir des propos pour une campagne, et une autre est de les mettre en œuvre. Et de manière très méthodique, très habile, le gouvernement, il faut rappeler que c'est un gouvernement à ossature socialiste, avec quelques indépendants, mais il n'y a pas de présence ni du Parti communiste,
ni du bloc de gauche. C'est simplement un soutien sans participation. Et donc, il a fallu négocier pied à pied, et avec beaucoup encore une fois, beaucoup d'habileté de la part de Costa. Il a fallu négocier des accords en permanence. Les budgets, le premier budget qui a été adopté, qui était très clairement présenté comme un budget, c'était important aussi dans l'image qui était donnée, dans le symbole, comme un budget anti-austérité. Il a été présenté comme tel par celui qui est d'ailleurs aujourd'hui le ministre, qui était le ministre des Finances et qui est président de l'Eurogroupe, comme un budget anti-austérité. Le tout, ça a été rappelé il y a quelques minutes, le tout en négociant et en respectant les engagements européens du Portugal. C'était ça l'équation extrêmement complexe que Costa a mis en œuvre avec une détermination, une habileté très très grande. Donc, augmentation des revenus les plus modestes, revenir sur un certain nombre de coupes sombres qui avaient été faites sur les pensions et retraites, les allocations familiales, bref, essayer d'augmenter un peu le pouvoir d'achat des plus modestes et en gros de proposer une relance qu'on pourrait qualifier une relance par la demande. Mais avec toujours le souci d'être à l'équilibre et de respecter les engagements européens. À aucun moment, et c'était pas évident vis-à-vis notamment, bien sûr, du Parti communiste, mais du bloc de gauche. Et le bloc de gauche, là-dessus, a fait un certain nombre de concessions, a tenu compte de la particularité du cas portugais, et s'est dit qu'avec Costa, les choses pouvaient s'améliorer. Donc voilà, c'est une politique quand même, bien sûr, sinon une continuité, mais qui n'est pas en rupture radicale, ça a été dit tout à l'heure, mais en même temps, d'une volonté très forte de changer un certain nombre de choses et surtout, ce qui était important pour les autorités portugaises, parce que ça a été un drame dans les années qui ont précédé, de convaincre, et de convaincre plus que dans le discours, mais dans la réalité, de convaincre la jeunesse, et notamment la jeunesse formée, parce que c'est ça la grande différence par rapport à l'immigration d'avant, c'est que l'immigration dont on a parlé tout à l'heure, c'est une immigration qui, pour une grande partie, concernait une jeunesse qui avait été formée, qui avait des formations souvent justement réalisées grâce aux fonds européens, les Erasmus, etc. Et donc une jeunesse qui ne trouvait pas sur place au Portugal pendant les années 2011, 2012, 2013, qui ne trouvait pas sur place de débouchés ou de métiers en rapport avec les formations qu'ils avaient suivies. D'où une hémorragie tout à fait considérable et très préjudiciable pour un pays de la taille démographique du Portugal. Et il a fallu essayer de convaincre, de trouver des incitatifs pour que cette jeunesse-là ne parte pas. François Bujon de l'Étang. Alors, ne pas faire de querelle de mots, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose d'un peu excessif, Béatrice, dans le mot de miraculeux. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même une success story portugaise qui est tout à fait remarquable et qui sert d'ailleurs d'exemple pour d'autres pays de l'Europe méditerranéenne. Ce Club Med de M. Schäuble. C'est quand même très intéressant de voir que le ministre des Finances d'un pays qui vient de faire une cure d'austérité, est nommé président de l'Eurogroupe. Au fond, c'est un peu comme si M. Varoufakis avait été nommé président de la Banque Centrale Européenne. C'est quand même un paradoxe. Justement, tout à fait. c'est toute la différence. Mais c'est justement toute la différence. Mais exactement. Vous me volez les mots de la bouche. C'est justement toute la différence. Et c'est, au fond, une façon de reconnaître le succès d'un pays qui a su se sortir d'une passe extrêmement difficile et qui a duré quand même 6 ans, puisque la faillite, la quasi-faillite du Portugal, c'était 2011, si je ne me trompe. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ceci a été possible. Il y a les Portugais, d'abord. Et c'est là-dessus que je voudrais interroger Yves Léonard, sur la force du sentiment européen au Portugal. Parce qu'il faut que ce sentiment européen soit très fort pour que les Portugais aient pu accepter ce qu'ils ont accepté, c'est-à-dire de faire un effort terrible, qui a été très très dur pour les plus défavorisés notamment, en gardant quand même la foi dans l'idée européenne et dans le projet. C'est intéressant parce que si on regarde l'histoire longue du Portugal, c'est un pays qui n'a jamais mis l'Europe en tête de
ses préoccupations. C'est un pays qui a vécu très largement en marge de l'Europe pendant plusieurs siècles, qui a choisi toujours le grand large plutôt que l'Europe, qui s'est intéressé à la conquête, à la découverte, à la construction d'un empire, jusque très tard finalement, puisque les guerres coloniales ne se sont terminées que plus tard que les autres, si j'ose dire, puisque les retornados ont été un problème quand même très difficile dans la deuxième moitié du XXe siècle. Au fond, comment s'est fait la révolution copernicienne au Portugal, qui a fait de ce pays d'Henri le Navigateur et de Vasco de Gama, d'un seul coup, le bon élève de la classe européenne? Yves Léonard. Alors, dans l'histoire longue, c'est vrai que le Portugal, on le dit souvent, est un pays un peu adossé à l'Europe, mais qui regarde volontiers plus l'Atlantique et la projection de l'outre-mer. Il suffit d'aller à Lisbonne, à la place de la Constitution, et de voir les marches qui s'enfoncent dans le fleuve. Exactement, le monument des découvertes à Belém, etc. On a Henri le Navigateur qui n'a pas bougé du Portugal. Oui, c'était le navigateur qui n'a jamais navigué, ou presque, puisqu'il est allé à Ceuta et puis il en est resté là. Mais avant Henri le Navigateur, avant le navigateur et les découvertes du 15e, 16e siècle, il y a eu un pays qui s'est constitué comme État indépendant, souverain et reconnu comme tel, très précocement. C'est ce qui explique beaucoup de choses aussi. Le Portugal, en tant qu'État indépendant, s'est constitué dans les frontières qu'on lui connaît actuellement, le rectangle européen. Au milieu du XIIIe siècle, c'est déjà fini. C'est constitué et ça n'a pratiquement plus varié jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un pays qui s'est constitué, évidemment, par méfiance et protection vis-à-vis de la Castille. Il y a une relation toujours très complexe. Il y a un dicton qui dit « d'Espagne ne vient ni bon vent ni bon mariage ». Bon, mais c'est vrai que cette indépendance farouchement protégée, conservée vis-à-vis de la Castille a été un des moteurs, mais c'est un pays européen à l'origine. C'est un pays qui a été constitué par des princes bourguignons qui venaient de Bourgogne. La famille, les ancêtres d'Henri le Navigateur, Alphonse Henri, etc., ce sont des princes bourguignons. Et c'est un pays donc, qui s'est constitué par protection continentale vis-à-vis d'un puissant voisin, qui était supposé être à l'époque la Castille. Et ça parcourt toute la première phase de l'histoire de l'État portugais indépendant, au moins jusqu'à cette période des découvertes. Et les découvertes, ça intervient pour un certain nombre de raisons. La première, c'est, une fois qu'on est sur ce petit rectangle, comment trouver un nouvel horizon, de nouvelles sources de richesse avec une base démographique relativement modeste. Ça a été rappelé, 1 million et demi de personnes. Eh bien, le seul moyen, c'est de se projeter sur les mers, vers les mers. Et il y a une volonté très forte, à la fois mercantile, commerciale, religieuse aussi, cet esprit aussi de civilisation, de croisade, les dernières croisades, comme on dit, de la chrétienté latine, c'est quelque part les Portugais qui vont la réaliser, y compris jusqu'au désastre. Assez vigoureusement, quand même. Assez vigoureusement. Vasco de Gama, c'est pas un tendre. C'est pas un tendre, et on a là aussi... Cortés non plus. Voilà, mais on a revu aujourd'hui l'histoire de Vasco de Gama. Il y a des biographies, notamment par cet historien indien, d'origine indienne, qui est professeur au Collège de France, Sanjay Subramaniam, qui a revisité le mythe Vasco de Gama, ce qui est toujours très, très pénible pour les Portugais, parce que c'est un peu un héros national. C'est celui qui a ouvert la route maritime des Indes. Donc le Portugal est européen par sa naissance. Il devient ultramarin, une projection atlantique par le fait de la nécessité pour trouver de nouveaux horizons, de nouvelles richesses, devenir ce pays qui, au début du XVIe siècle, est un pays important, avec un roi d'ailleurs qui porte un nom, Manuel le Fortuné, qui règne sur un pays assez opulent et qui va connaître à travers les cycles l'Empire d'Asie d'abord, ensuite l'Empire brésilien, qui va connaître notamment au XVIIIe siècle une richesse. Donc le Portugal ne peut se penser à ce moment-là sans la projection ultramarine. Et c'est vrai que pendant tous ces siècles, au moins jusqu'au XXe siècle et la Grande Guerre qui est un moment un peu charnière, le Portugal regarde plus volontiers vers l'Atlantique que vers l'Europe. Et à chaque fois qu'il s'intéresse ou qu'il est contraint de s'intéresser aux questions européennes, les guerres napoléoniennes par exemple, avec le blocus continental, ça tourne très mal pour lui. Donc autant de facteurs traumatisants. Les guerres napoléoniennes, c'est les invasions, 3 vagues d'invasions, c'est la fuite de la famille royale au Brésil. Rio, capitale d'empire, et dans le prolongement, c'est l'indépendance du Brésil. Et l'Angleterre,
qui est l'allié traditionnel, structurel du Portugal depuis le Moyen-Âge, depuis les guerres contre les Castillans, eh bien, l'Angleterre tire les marrons du feu une fois de plus, au moment des guerres napoléoniennes, remettant sous coupe réglée la gouvernante anglaise, qui régule tout le système portugais et qui fait que le Portugal devient à ce moment-là un pays un peu semi-périphérique. C'est quand même depuis les accords Methuen, depuis le début du XVIIIe siècle. Depuis le XVIIIe, oui. Mais l'alliance diplomatique, c'est la plus ancienne, on dit d'ailleurs, elle date de la seconde moitié du XIVe siècle, au moment de la fameuse bataille d'Aljubarrota, qui signifie une victoire des Portugais contre les Castillans, grâce au soutien des Anglais. Et cette vieille alliance britannique, elle a connu des hauts et des bas, et effectivement, au début du XVIIIe siècle, une alliance commerciale mis sous coupe réglée, les avantages comparatifs appliqués avant l'heure, c'est-à-dire que, en gros, les Anglais vont tirer le meilleur de ce qu'il y a au Portugal et, en contrepartie, leur assurer une protection maritime qui est déterminante. C'est pas une puissance maritime, militaire, le Portugal, et cette puissance, cette protection militaire, elle va arriver, navale, elle va arriver avec l'Alliance britannique. Mais donc, tout au long du 18e, 19e siècle, les préoccupations des Portugais, du Portugal, sont ultramarines. Jusqu'au début du XXe siècle, cette affaire de la Grande Guerre, de la participation du Portugal à la Première Guerre mondiale, au début, elle va pas totalement de soi, il y a une hésitation. Sauf que le premier point de conflit, il est en Afrique. Les Portugais, de fait, à l'été 1914, se retrouvent en guerre contre les Allemands en Angola et au Mozambique. Et c'est seulement quelques mois plus tard, au printemps de 1916, que les Portugais vont officiellement entrer en guerre et organiser un corps expéditionnaire qui viendra se battre dans les Flandres, sous commandement, enfin dans l'alliance avec les Britanniques et les Français. Cette expérience sera assez traumatisante parce que, malgré le courage, la détermination de ces troupes, 50 000 hommes quand même qui sont dans le nord de la France, malgré le courage de ces troupes, ça va pas très très bien tourner. Il va y avoir une bataille le 9 avril 1918 qui est calamiteuse pour ce corps expéditionnaire. On a tout perdu en avril. Et qui va être liquidé quelque part avec plus des morts bien sûr, mais des prisonniers, enfin, etc. Et pour les militaires, pour les responsables, les officiers qui commandent ces troupes, sur place et au Portugal même, c'est un traumatisme parce qu'ils vont considérer que cette jeune république, et à l'époque, c'est un dictateur, d'ailleurs, qui est au pouvoir dans l'année 1918. Enfin, cette jeune république, elle ne les a pas suffisamment soutenus. Ils ont un sentiment un petit peu d'avoir été laissés pour compte. Donc, ce qui devait réaliser une forme d'union sacrée, à travers l'implication militaire, va se retourner à la fois contre la République et conforter les élites portugaises dans l'idée que l'avenir du Portugal ne doit pas se jouer en Europe. Et donc, Béatrice Giblet. Oui, moi je pense que vraiment la singularité du Portugal, c'est justement ce sentiment national. Vous avez rappelé que c'est un très vieil État. C'est non seulement un très vieil État, mais c'est une très vieille nation. C'est la grande différence par rapport aux Castillans, où effectivement on a un État, les frontières de l'Espagne sont effectivement délimitées depuis longtemps. Mais il n'y a pas eu ce sentiment d'unité nationale. D'une certaine façon, l'Espagne n'a pas fait nation comme le Portugal a réussi à faire nation. Je maintiens que... C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop le terme de miracle, parce que le miracle, ça vous tombe dessus et vous n'êtes responsable de rien. Surtout qu'on célèbre Fatima bientôt. Bien sûr, c'est vrai. Alors ça va donner lieu effectivement à un tourisme de masse. Bon, mais je pense justement que c'est plus intéressant de parler peut-être effectivement d'histoire positive, d'histoire réussie, comme vous l'avez dit, parce que je crois que parler des Portugais et vraiment la force des Portugais à cette résilience dont ils font preuve. C'est pour ça que ça ne peut pas forcément être un modèle pour les autres pays de l'Europe du Sud. La comparaison entre le Portugal et la Grèce est extrêmement douloureuse pour les Grecs. Franchement, on n'a absolument pas la même société civile, cette même entraide de la société civile. On n'a pas un clergé comme le clergé orthodoxe. On n'a pas une très grande bourgeoisie d'armateurs qui place tout son argent à l'extérieur. C'est pas ça qui se passe. Donc moi, je suis très frappée et je dirais séduite par cette solidarité. Et je m'interrogeais parce qu'on parle toujours de la
mélancolie portugaise, Soledad, etc. Est-ce que, au fond, la perte de l'Empire, qui, pour ce qui est les colonies d'Afrique, Mozambique, Angola, est tardive, puisque c'est le milieu des années 70, ne semble pas donner lieu à la moindre nostalgie. Alors que, par rapport à la France, si vous voulez, l'idée de ne plus être un grand empire, de ne plus être une grande puissance, alimente un certain, au moins dans certains milieux, une certaine nostalgie, justement. Et là, on parle d'une nostalgie portugaise, or il semblerait qu'on soit au clair avec la fin de l'Empire. Yves Léonard. Oui, alors, on est au clair en grande partie. Et puis la nostalgie, la saudade intraduisible, c'est une nostalgie qui peut être parfois heureuse, c'est une mélancolie très ambivalente finalement. Donc ça peut expliquer. Juste sur le caractère central de l'Empire, ça a été très fortement identifié aussi à la dictature. La dictature de Salazar en avait fait son maître mot. C'était le Portugal n'était pas un petit pays, disait la dictature, parce qu'il y a l'Empire, parce qu'il y a les colonies. Et c'était la part non négociable. On l'a bien vu d'ailleurs dans les années 1960, lorsque Salazar, lorsque les guerres coloniales commencent en 1961, dit on ne discutera pas. On restera. Et le testament salazariste, en quelque sorte, c'était de dire si le Portugal perd ses colonies, ce qu'on appelait l'outre-mer à l'époque, il cessera d'exister. Et évidemment, la première tâche à laquelle s'est attelée la jeune démocratie dans le prolongement de la Révolution, ça a été de faire cette décolonisation dans un délai court, parce que c'était l'objectif. Les capitaines ont fait le coup d'État du 25 avril. Aussi, et le point de cristallisation, le point de départ, c'est la question coloniale. Il faut en finir avec cette situation impossible, politiquement sans issue. Donc, ils vont prioriser et se séparer d'un pan entier de son histoire, 5 siècles d'histoire partagée, si on part des découvertes, évidemment, ça crée des traumatismes. Donc, l'Europe est très vite intervenue, c'est la fameuse phrase de Mario Soares et d'autres, « L'Empire est mort, vive l'Europe ». Et la volonté très forte que les autorités à l'époque, Mario Soares en tête, ont eu de trouver, à travers le soutien européen, une manière, bien sûr, de consolider la jeune démocratie. Une thérapie, presque. De trouver des aides, mais aussi, une sorte de compensation à cette perte un peu identitaire qui participait de... On parlait tout à l'heure de la nation au Portugal. La nation, effectivement, il y a une très grande homogénéité, une langue qui a été pratiquée très vite, et une langue administrative qui s'impose très vite, dès le XIVe siècle. C'est très important. Et on voit bien que pour les Portugais, cette perte brutale en quelques mois, c'est vrai qu'avec le regard rétrospectif, on a l'impression que c'est passé comme ça, y compris le retour, les retornados qui reviennent, ça se passe moins mal que dans d'autres pays, parce qu'il y a des solidarités familiales, parce que aussi, ces populations qui reviennent, pour la plupart d'entre elles, c'est 500 000 personnes environ, pour la plupart d'entre elles, se sont implantées tardivement en Afrique portugaise. Parce que c'est pas des colonisations de peuplement. Disons que Salazar, le régime salazariste, il y avait une intense propagande, mais quand on regarde l'implantation sur le terrain, en 1940, il y a 40 000 colons en Angola, ce qui n'est pas considérable. L'implantation, le peuplement va venir très tardivement, à la fin des années 1950. Donc, les gens qui reviennent en 1974-75 sont souvent là-bas depuis une vingtaine, 25 ans. Oui, c'est pas des pieds noirs. Et donc ont gardé des liens familiaux forts en métropole, on dirait. Donc le cas est un peu différent. Alors, sur ce rapport à ce passé colonial, beaucoup de choses à dire. D'abord, comme dans pas mal de pays, il y a eu un moment un peu d'occultation, le trou de mémoire colonial, comme on a dit ici et là, teinté du fait que, c'est une phrase de Pessoa qui est magnifique, qui dit « Les Portugais savent parfaitement comment quitter un quai sans jamais l'abandonner ». Et Pessoa le disait merveilleusement bien, quitter un quai sans jamais l'abandonner. Et c'est vrai que malgré ce départ un peu précipité, les liens ont perduré, les relations, y compris commerciales, ont continué de fonctionner. Les Portugais sont considérés souvent, notamment en Afrique australe, comme de fins connaisseurs de l'Afrique. C'est vrai qu'ils connaissent bien l'Afrique. Et ils ont maintenu
un levier, y compris dans le règlement, d'essayer d'apporter des règlements aux différents et aux guerres civiles, parce que l'Angola et le Mozambique, ça a été la guerre civile pendant de nombreuses années, et les autorités portugaises, au début des années 90, se sont positionnées comme intermédiaires, comme médiateurs dans ces conflits, ce qui n'est pas neutre. Donc il y a un rapport très complexe, et au moment de l'austérité, de ces mesures d'austérité, il y a eu ces discours qui ont été tenus, notamment par le Premier ministre de l'époque, qui disait, mais voilà, l'Angola, finalement, ça reste notre nouveau Brésil. Et les populations les jeunes notamment, étaient incités quelque part à prendre le chemin de leurs glorieux ancêtres, de partir à l'assaut des mers, de retrouver la flamme d'antan. Et l'Angola était présenté d'une certaine manière, comme à la fin du 19e siècle, comme un nouveau Brésil. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les rapports avec l'Europe, mais je crois qu'il faudrait... Nous vivons un moment assez particulier pour les Portugais dans leur rapport à l'Europe, parce qu'il faut voir qu'historiquement, le Portugal, c'est d'abord le lien avec le Royaume-Uni. Depuis les accords Methuen, je me rappelle mon prof d'histoire qui nous expliquait que 20 ans après, dans lequel il y avait, vous ne vous pas souvenez, dans 20 ans après, il y a le bateau qui transporte du vin de Porto avec les mousquetaires. En fait, le vin de Porto, c'est de la poudre à canon. Et mon professeur, M. Ebenstein, disait, mais c'est un anachronisme complet. Il ne peut pas y avoir de vin de Porto transporté en Angleterre avant les accords Methuen, c'est-à-dire avant le début du XVIIIe siècle. Bon, mais en tout cas, depuis les accords Methuen, ça a été le cas. Et l'Union européenne s'est construite sur des bases assez radicalement différentes. D'abord, vous l'avez rappelé très justement, le Portugal est un État ancien. Les 6 États, ce sont des États assez largement nouveaux, à part la France et les Pays-Bas, mais les 4 autres États, c'était quand même des États qui n'en étaient pas avant le 19e siècle. Donc il y avait quelque chose d'un peu différent. C'est l'ouverture sur l'Atlantique qui a donné qui a ouvert vraiment à l'Europe des États. Deuxièmement, c'est des États continentaux, centrés sur l'axe rhénan. Ce qui fait que des États moyens comme la Belgique, le Luxembourg ou la Hollande s'en tiraient parce qu'ils compensaient leur dimension plus ou moins restreinte par une position géopolitique avantageuse, mais le Portugal cumule l'inconvénient de la périphéricité avec la petite taille, plus celui du nombre. Quand ils arrivent, on n'est plus à 6. On est à 12, et puis bon. Et à ce moment-là, donc, marginalement, ils comptent moins. Donc, la tentation est vive au sein de l'Union européenne de se protéger. Quand vous êtes un 12e et un petit État, vous dites, bon, de toute façon, je participerai pas à la définition de l'ensemble. Ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas trop défavorable. Donc, une attitude de prudence sur les traités européens qui a été constante. Et en même temps, on voit alors du coup la rupture avec l'Angleterre, la rupture du Royaume-Uni avec l'Union européenne, c'est évidemment quelque chose d'assez traumatisant. Mais en même temps, il y a quand même des choses positives. Il y a que l'Europe, c'est comme pour les Espagnols, et c'est le même choix que fait aussi le PSOE actuellement, qui soutient Rajoy dans sa démarche européenne malgré tout, c'est la démocratie, la prospérité, c'est-à-dire la négation du salazarisme, et ça quand même c'est quelque chose de très très porteur, c'est le contournement de l'Espagne, et là il y a toutes les habitudes de peuplement en France, etc. C'est l'idée qu'on trouve des alliés, on trouve des amis, des alliés ailleurs, et c'est quand même une espérance d'influence retrouvée, et de ce point de vue-là, je trouve qu'il est très significatif et très habile de la part des autorités européennes d'avoir mis un Portugais à la tête de la zone euro. C'est la marque qu'ils sont pleinement dans le jeu européen. Mais c'est pas évident compte tenu du traumatisme atlantique et britannique originel des Portugais. François Bujon de Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je trouve extraordinaire les rebondissements de l'histoire portugaise au long du XXe siècle, finalement, puisque ce pays a quand même connu le salazarisme pendant presque un demi-siècle, finalement, et puis avec la révolution des œillets, il a failli basculer du côté du communisme. On l'oublie, mais il y a eu quand même un moment où on se demandait où allait à finir le Portugal, et le voilà qui devient européen, bon élève de la classe européenne, et se sortant très bien de ces épreuves récentes. Alors, j'ai 2 questions là-dessus à vous poser, 3 même. La première, c'est sur la force de ce redressement. Il y a quand même encore des points noirs à l'horizon du Portugal. Bien sûr, la Commission a levé la procédure de déficit excessif au mois de mai dernier, ce qui est un très grand succès. Mais si on
regarde un autre cadran du tableau de bord qui est l'endettement, on voit que le Portugal reste à un endettement qui est à 130 ou 131% du PIB quand même. C'est considérable. Oui, c'est trop de la moitié, comme dit Tartuffe. Oui, ben oui. Que va-t-il faire? Donc ça, c'est une première question. Ma seconde question, c'est comment réagit-il au Brexit, puisqu'au fond, il a été un compagnon de route de l'Angleterre pendant des années et des années, que Wellington y laisse beaucoup de souvenirs, et les Portugais voient maintenant que leur allié atlantique, justement, l'Angleterre, s'éloigne et quitte les rivages de l'Europe. Comment réagit-il vis-à-vis de ça? C'est ma deuxième question. Et la troisième, c'est est-ce que ce bon élève de la classe européenne est bon élève au point de faire partie des noyaux durs qui se profilent pour l'avenir dans notre Europe à géométrie variable? Va-t-il vouloir faire partie des coopérations renforcées? Va-t-on trouver des Portugaises intéressantes à la défense européenne, par exemple? Yves Léonard. Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, sur la force du redressement, c'est vrai que le pays partait de loin, il a rattrapé, mais c'est une constante. On parlait de résilience tout à l'heure. Quand le Portugal est entré en Europe, le maître mot, c'était rattrapage et ajustement. Et très vite est devenu, ça a été rappelé, le bon élève de l'Europe. C'est une phrase qui a été utilisée dès le début des années 90, lorsque le Portugal a assumé pour la première fois la présidence tournante de l'Union européenne. C'était la phrase qui revenait, c'est le bon élève de l'Europe. Donc, il y a cette constante de vouloir absolument respecter, s'inscrire dans cette logique. Alors, les points noirs, ils sont les points en difficulté, vous les avez rappelés. La question de l'endettement public, qui reste effectivement très, très préoccupante. La question aussi qui est souvent relevée au Portugal, et qui est un peu le corollaire, de la faiblesse de l'investissement public. Car dans les choix qui ont été opérés pour trouver une bonne équation, des sacrifices ont été faits. On a raboté sérieusement. Voilà, qui seront... Et on continue. Qui vont porter préjudice sur la durée. Ensuite, l'endettement public et l'endettement privé des ménages aussi, qui est également un niveau... qui est là quelque chose qui s'est cristallisé dans les années 90 avec une société qui a découvert, parce que longtemps bridée, longtemps pénalisée, notamment sous la dictature, il s'agissait d'être humble et pauvre et heureux d'être pauvre, en quelque sorte. Là, c'est une société qui a accédé pleinement à la consommation, dans les années 90 ont été édifiés les plus grands hypermarchés, centres commerciaux d'Europe, pratiquement, et qui donnaient beaucoup de fierté, d'ailleurs, aux Portugais. Il y a eu cette expo universelle à Lisbonne en 1998, un quartier qui a été... Bon, donc il y avait des éléments de la modernité, de l'ultra-modernité, qui allaient avec, et qui ont creusé un peu à la fois ces déficits et cette hyperconsommation, endettement, qui aujourd'hui pose problème au Portugal. Donc là, effectivement, il y a ces éléments. Ce qu'il faut, ce que je soulignerais volontiers, outre les indicateurs économiques qui ont été relevés tout à l'heure, on parlait de résilience, c'est cette inventivité, cette créativité très forte de cette société civile, de cette jeunesse portugaise qui a une capacité de rebond, d'adaptation, et sur des secteurs traditionnels, on s'est souvent relevé, ne plus chercher à faire de la production de masse, mais donc de jouer uniquement sur les prix, mais de produire de la qualité. Ce qui est passé, on le voit dans le textile, on le voit, on parlait tout à l'heure du traité de Messuen et puis l'éclosion de tout le secteur vinicole au Portugal. Mais quand on va aujourd'hui dans la vallée du Douro, au nord du pays, là où sont produits les vins de Porto, mais pas seulement les vins du Douro, on voit l'exigence de qualité qui a dicté ce rebond, cette restructuration fondamentale de ce secteur traditionnel de l'économie portugaise, avec de jeunes entrepreneurs, des jeunes qui se sont formés en œnologie, y compris localement, et sans aller partout en Europe, qui sont aujourd'hui très très bien outillés et qui ont créé des entreprises, des structures d'exploitation qui fonctionnent bien. Donc sur des secteurs traditionnels, une capacité à réinventer les choses et à s'inscrire dans des niches quelquefois, mais aussi de trouver de nouveaux marchés. Donc je crois beaucoup... Si vous permettez, je dirais que l'énologie est le dernier lien qui disparaîtra entre la Grande-Bretagne et le Portugal. Alors, probablement, y compris, il y a encore dans les 5 grandes familles, structures qui contrôlent les vins de Porto, il y a Quand toujours, on voit ce qui est resté entre l'Aquitaine et la Grande-Bretagne, ça me paraît confirmé par le... Donc voilà pour les points en difficulté. Sur la question du Brexit,
En fait, depuis la chute de la dictature, dans les années 70, et la volonté de rallier, d'adhérer à l'Europe, qui a été quasi concomitante, même si elle ne s'est concrétisée qu'en 10 ans après. 10 ans après, en 1986, et la signature du traité en 1985. Bon, ça a pris du temps. Mais les autorités portugaises ont très rapidement pris du champ par rapport à l'allié traditionnel. C'est cette adhésion à l'Europe qui a complètement changé la donne. Et s'il y a des liens toujours, bien évidemment, le poids de l'histoire, on va dire, mais ça reste relativement peu de choses. Et le sentiment, ce qui s'est passé avec le Brexit, ça n'a pas créé de traumatisme, ni d'émulation, ni de traumatisme. Il y a une partie de la population, et notamment ceux qui ont souffert des restructurations, des cures d'austérité, qui ont pris un peu en grippe l'Europe à un moment. Et notamment, ça a été une constante depuis l'après-révolution des œillets, le discours du Parti communiste, qui a toujours été farouchement anti-européen. Mais pour une grande partie, alors les élites, bien évidemment, mais une grande partie de la population a vu dans l'Europe les bienfaits, les aspects positifs. Et y compris une grande partie de la jeunesse qui a vu à travers la mobilité, la formation, les Erasmus, etc., que l'Europe était vecteur, était synonyme de progrès. Donc, sur la question du lien avec le vieil allié, comme on dit au Portugal, ça n'est pas très traumatisant, ça ne pose pas problème. Alors, sur les questions d'alliance militaire... les coopérations renforcées, d'une façon générale. Et puis, alors oui, sur les coopérations renforcées, c'est encore un peu... on ne peut pas tout avaler en un seul morceau, quoi. Il y a une volonté, par contre, politique, on voit bien d'Antonio Costa notamment, d'être au cœur des reconfigurations de l'Europe. Et il essaye du moins de jouer un rôle diplomatique intéressant. Moi, j'avais une réflexion, parce que vous parlez beaucoup de la jeunesse portugaise, de son pragmatisme, de sa créativité, etc. Qu'en est-il de la démographie portugaise ? Parce que pour moi, on était sur un effondrement démographique comparable à celui de l'Espagne ou de l'Italie. Et comme, alors il y a une émigration effectivement qui peut venir d'Angola, du Cap-Vert, du Brésil, avec les difficultés du Brésil qui compense peut-être, et qui est quand même une émigration qui parle la même langue et qui est assez homogène. Mais quid quand même de cette situation démographique ? Alors elle est tâtonne, c'est vrai que c'est un vrai problème. On a un des taux de fécondité les plus faibles en Europe, alors que ce fut naguère l'inverse. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Un taux de natalité faible. Donc 1,3 ou 1,2. Les standards se sont vraiment inversés depuis une vingtaine d'années. Question annexe liée l'Église, où on est par rapport à la foi. Oui. Voilà, donc une société traditionnellement catholique, pratiquante, et avec aussi un rôle, l'union du trône et de l'autel, comme on a dit une époque, avec historiquement, y compris au temps de la dictature, avec des rapports étroits, des relations étroites entre au moins la hiérarchie catholique et le régime. Les choses ont complètement changé avec l'adhésion à l'Europe. Avec l'adhésion à l'Europe, dans les années qui ont suivi, on a une société très largement sécularisée, où les taux de pratiques religieuses ont considérablement baissé, même si beaucoup de Portugais, à hauteur de près de 80%, se déclarent catholiques. Mais on voit bien dans les pratiques et dans les modes de vie que les choses ont complètement changé. Donc, le critère, c'est pas de se déclarer catholique, c'est de savoir s'il y a un remplacement des prêtres. Oui. Est-ce qu'il y a des séminaristes ou pas ? Parce que pour le reste, on peut toujours se déclarer catholique, ça n'engage pas à grand-chose. Il y a une crise des vocations aussi au Portugal, même si, on l'a vu cette année avec le centenaire de Fatima, il y a des... Mais c'est toujours pareil, au-delà de ces manifestations, il y a une religiosité diffuse, y compris sécularisée. C'est assez complexe, le phénomène de Fatima. Mais les choses ont quand même totalement changé. Alors, il faudrait être plus fin dans notre analyse, parce que c'est un peu moins le cas dans le Nord
que dans le sud du pays ou dans les grandes aires urbaines autour de Lisbonne. Le nord reste plus traditionnellement attaché. L'Alentejo a toujours été très communiste. Voilà, et dans cette logique. Et au nord, avec Braga, on a souvent dit la Rome portugaise, on est sur des pratiques qui ont moins évolué, moins changé. Mais globalement, c'est une société plus largement sécularisée, avec d'ailleurs un concordat qui a été revu. Depuis la République de 1910, on est dans l'esprit de séparation de l'Église et de l'État. La République de 1910 a calqué en fait la loi de séparation de 1905, l'a adaptée au cas portugais, et depuis, malgré le concordat de 1940, revisité et remodelé en 2004, on est dans une société qui respecte le principe de laïcité. Il y a encore beaucoup de questions à vous poser et il ne reste pas beaucoup de temps. Donc je vais renvoyer nos auditeurs à votre livre, donc la nouvelle histoire, l'histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours, qui est publié aux éditions Chandaigne. Mais quand même, quand il nous reste un tout petit peu de temps, et qu'on fait, cette conversation est à saut et à gambade, je voudrais vous demander de revenir sur un petit moment que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la revisitation du mythe de Vasco de Gama. En quoi ce mythe est-il revisité ? Vasco de Gama, en 1998, on a fait l'expo universelle de Lisbonne sur les océans pour commémorer le 500e anniversaire de la découverte de la route maritime des Indes et l'arrivée en Inde de Vasco de Gama. Donc, Vasco de Gama, depuis au moins un siècle, était considéré comme une gloire nationale. Une gloire nationale qui avait permis au Portugal d'être autre chose que ce qu'il était. Et cette phrase que vous citiez tout à l'heure d'Eduardo Lourenço, de sortir de soi. Donc Vasco de Gama en était un peu le symbole. Sauf qu'au même moment, des travaux d'historiens commençaient à expliquer, notamment ceux de Sanjay Subrahmanyam, commençaient à expliquer que ce Vasco de Gama était plus cupide, ignorant et cruel qu'autre chose. Ce qui contrastait un peu avec le mythe. Ce qui, pour coloniser son prochain, est plus utile que d'être pieux, doux et pédagogue par la science. Il était très entreprenant. Très entreprenant. Donc le personnage qui était présenté... Un siècle plus tôt, en 1898, il y avait déjà volonté d'exhumation, de remettre en perspective Vasco de Gama comme un héros national. Les restes de Vasco de Gama, on n'a jamais su prouver que c'était vraiment réel, mais ont été transférés au monastère des Jerónimos, qui est à Lisbonne, le lieu, il y a le Panthéon national, mais il y a ce lieu absolument extraordinaire où se trouve Camões, le grand poète national, et où se trouvent les restes supposés de Vasco de Gama. Donc, en 1924, en plein cœur de la République. Il est pour l'anniversaire de son décès. Donc c'est un mythe national. Et ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, ça a été, comme souvent, un travail d'historien, de relecture, de déconstruction, qui renvoie aussi à l'image que les Portugais se font de leur projection outre-mer, du rôle singulier qui a pu être le leur. Voire, par la suite, on a beaucoup glosé, et Salazar même avait laissé entendre des choses là-dessus, que la colonisation portugaise, la présence portugaise outre-mer était à nul autre pareil, ne pouvait être assimilée, comparée à nul autre. Les Portugais avaient été exceptionnels, et on savait pris un nom, c'était l'usotropicalisme. C'était ce sociologue brésilien, Gilberto Freire, qui avait donné aux Portugais une authentification quasi scientifique. Ça ne l'était pas, mais pour dire le métissage, le mélange, cette espèce de bienveillance. Nous, on a vécu ça avec Ferry. Hein. Oui. Enfin, j'aime beaucoup Ferry, Jules. On est effectivement dans ce mythe. Non, je précise parce que comme l'autre Ferry fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est de Jules. Le grand débat à la Chambre des députés. Oui, avec quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est que l'empire du Brésil n'a pas éclaté. L'empire portugais du Brésil est resté, et qui donne cet État-continent qu'est le Brésil aujourd'hui, alors que l'empire espagnol, lui, s'est morcelé. Avec une même langue, une même religion, néanmoins, la structure administrative a été la base des États que nous avons aujourd'hui dans l'ex-empire espagnol. Et cette représentation d'un empire portugais qui, sur cet immense territoire, ne s'est pas morcelé, bien sûr, il était vide pour une grande part, mais il aurait quand même pu se morceler entre le nord, le centre et le sud, sur le littoral. Ça, je pense que c'est une représentation qui est très, très importante. Et celui qui a maintenu l'unité et qui l'a incarné, c'était le fils aîné du roi du Portugal, qui est monté sur le trône et devenu empereur du Brésil, alors qu'il aurait dû monter sur le trône du Portugal. Oui.
Je vous remercie. Je rappelle une nouvelle fois que donc Yves Léonard, vous êtes l'auteur de l'histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours. Les références de ce livre seront sur notre site, bien sûr. C'est aux éditions Chandaigne. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la reprise de nos conversations autour de l'actualité, et je ne saurais trop leur recommander de se rendre sur le site Le Nouvel Esprit Public sans séparation.fr, site sur lequel ils trouveront pas seulement la référence du livre autour duquel nous avons discuté, conversé aujourd'hui, mais aussi toutes les brèves depuis l'origine de ce podcast et également tous les textes qui ont servi à introduire nos discussions. Merci une nouvelle fois, bonne année et à la semaine prochaine.